Salut! Après un mois de vidéos sur YouTube, voici le premier bilan lecture. Au menu, c'est à peu près une quarantaine de tomes de lu ce mois-ci. Dans le lot, il y a un abandon, j'arrête totalement la série, et 3 coups de cœur. Donc c'est parti, bienvenue sur ma chaîne, et on commence ce premier bilan lecture. Et on commence ce premier bilan avec Shadow House. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par ça, par Mima Pal. C'était vraiment le manga qui m'intriguait le plus et qui était vraiment dans la topologie de manga que j'aime. C'est-à-dire ces mangas, je l'ai déjà répété 1000 fois, mais plein de mystères. Où on part d'un univers de base, où on te dit voilà, ça va être comme ça, et où tu as vraiment peu d'informations, et en fait au fur et à mesure de ta lecture, tu découvres des choses, et il y a des rebondissements, énormément de rebondissements, et c'est souvent dans un univers un peu sombre. Donc voilà, Shadow House, c'est totalement ça. On suit l'histoire d'Emiliko, qui est une poupée vivante qui tous les matins se réveille d'une boîte. Elle va servir sa maîtresse, une ombre maître en fait, comme vous voyez sur la couverture. Elles sont identiques et pourtant ce ne sont pas la même personne. Ça c'est le postulat de départ et à partir de là je ne vous en dirai pas plus puisque ce serait vraiment vous spoiler. Mais tout ce que je peux dire c'est que le scénario est vraiment très très bon. C'est vraiment au millimètre près. Il n'y a pas vraiment de chapitre où on se dit bah voilà, là il savait pas trop quoi raconter, il nous a fait un petit chapitre sympathique. Non, pas du tout. Tout est vraiment très bien travaillé et il y a énormément de rebondissements. Vraiment très bon hein, au niveau du scénario, au niveau du dessin. De même, c'est des dessins qui sont un peu mignons, je dirais, pour les personnages, mais ils sont très détaillés. Et quand on est face à un décor, c'est vraiment très très détaillé, vraiment très très beau. Donc voilà, c'est mignon mais sombre et parfois un peu dérangeant, on va dire. Donc en dehors de ça, on a quand même des personnages très attachants, vraiment. L'héroïne est attachante, même si on a un seul point négatif, je dirais qu'elle est un peu trop nunuche par moment. C'est un des seuls points finalement que j'ai trouvé en point négatif, fallait que j'en parle. Ah si, peut-être un autre point négatif, mais c'est vraiment pour chipoter. Il y avait un arc que j'ai trouvé un peu moins bon, mais au final, il était nécessaire pour la suite de l'histoire. Le manga se lit très bien, c'est 10 tomes qui sont très longs à lire, hein. Clairement, j'ai mis énormément de temps à lire certains tomes. Il y en a qui sont plus courts que d'autres, mais il y en a qui sont vraiment très bavards. Il était impossible pour moi de parler de Shadow House sans trouver un équivalent, parce que je pense que The Promised Neverland est vraiment l'équivalent de Shadow House. Clairement, pour moi, c'est la même typologie. On te balance un truc au départ, comme je vous l'ai dit. Finalement, on te dit, bah non, c'est pas ça. Les personnages, eux aussi, l'apprennent en même temps que toi. Et du coup, bah, tu vas les suivre en quête de fuir un lieu, par exemple. Un point commun qu'ils ont entre les deux œuvres. Là où The Promised Neverland, on pouvait le diviser en plusieurs parties. Le moment où ils essayent de s'échapper et après leur survie. Si vous avez adoré la première partie de The Promised Neverland, et ben vous allez clairement adorer le manga de bout en bout. Enfin du moins jusqu'au tome 11, moi je suis au tome 11. Et un autre point que je soulignerai, c'est l'édition de Glénat en fait. Vous voyez, on a un beau titre en vernis sélectif qui est vraiment très cool. On retrouve à chaque tome. Donc la couleur change en fonction bien sûr de la composition du tome. Mais pour le coup, j'aime vraiment l'effort qu'ils ont fait là-dessus. En plus de ça, à l'intérieur, on a des pages couleurs. Et voilà, c'est vraiment une très bonne pioche, je vous le conseille vivement. L'été s'achève pour nous, mais si vous voulez prolonger un peu ça, je vous propose du coup une petite lecture The Summer Hikaru Dai. Donc clairement, je disais que vous voulez prolonger votre été tout simplement parce qu'on a vraiment une ambiance très pesante. On ressent dans le dessin, dans votre lecture, on a une ambiance poisseuse d'été, vous savez, quand il fait super humide, il y a une chaleur atroce, et bien c'est ça. Bizarrement, j'arrive à ressentir ça en lisant ce manga. C'est vraiment au niveau du dessin, tout ça, de l'ambiance, c'est très réussi. Donc c'est l'histoire de Yoshiki, qui en fait, un jour se rend compte que
Son ami n'est plus son ami, il a été remplacé. Ce qui m'a plu dans ce manga, c'est vraiment l'histoire de base, comme je vous l'ai raconté. C'est plein de mystères, une ambiance vraiment au top. Franchement, le premier tome, il m'a vraiment fait un effet de ouf, quoi. Je me suis dit, c'est vraiment excellent. Mais du coup, j'ai continué dans ma lecture avec le tome 2 et le tome 3, où je suis un peu moins convaincu, en fait. Je trouve l'histoire un peu lente. En fait, l'auteur prend son temps, c'est très bien de prendre son temps, mais j'ai l'impression que ça n'approfondit pas les thématiques. Parce que du coup, on est sur une disparition d'un enfant qui a été remplacé par quelque chose qui nous était inconnu. On parle beaucoup de la thématique de la mort. Et malgré qu'on en parle beaucoup, on a l'impression quand même que c'est un peu survolé en fait. On a quand même de très très beaux dessins. Très détaillés, franchement, ils sont très beaux. Malgré tout, j'aime quand même bien du coup le scénario et cette histoire entre les deux personnages, parce qu'il y a une certaine ambiguïté en fait entre les deux camarades. Des fois, on se demande en fait, surtout dans le premier tome, s'ils sont vraiment juste amis ou pas. Je trouve que ça apporte un petit côté encore un peu malaisant parce qu'on sait pas trop quoi en penser, d'autant qu'un des enfants n'est pas vraiment humain, donc il va se passer des choses un peu ragoûtantes. Donc voilà, tout ça mélangé, ça donne un bon manga. Je dirais pas qu'il est excellent parce que voilà, pour moi le point négatif, c'est la lenteur de cette histoire. On a envie d'en savoir plus, mais non, on nous étire un peu tout ça. Donc à voir ce que va donner la suite. Voilà, je le poursuis pour l'instant. Parce qu'il y a clairement pire, puisqu'il y a une abandon dans la liste. Et ça, je vous en parlerai plus tard. On poursuit avec Kindergarten Wars, le tome 2. Donc voilà, deuxième tome de cette maternelle la plus sécurisée du Japon. Où nos héros essayent de sauver des enfants qui sont la cible de vilaines personnes. Donc du coup, pour ce tome 2, que dire de plus, j'ai toujours aimé les gags à foison, vraiment, c'est un très bon manga comique. Alors oui, il y a de l'action quand même aussi, mais c'est vraiment le côté comique pour moi qui ressort le plus pour le moment. J'ai bien aimé d'ailleurs dans ce volume le petit triangle amoureux, ou non amoureux d'ailleurs, ce sera peut-être même plutôt ça, le triangle non amoureux, qui m'a fait énormément rire. Mais du coup, c'est un point négatif que je devrais donner sur ce tome 2, et ben c'est que pour le moment, il manque un fil rouge. Voilà, il manque encore un fil rouge. On passe sur pas des scénettes, mais plusieurs chapitres, on a des arcs, voilà, différents, mais sans fil rouge, ou alors ça va venir plus tard peut-être. Tant que c'est que le tome 2, et peut-être que dans le tome 3 et le 4 qui vont bientôt arriver, enfin le 4 va bientôt arriver, ça va vraiment se mettre en route. Un autre point où je suis moins satisfait sur ce manga, ça va être les décors. Alors en fait, on a des dessins assez sympas, mais on a aussi souvent des cases vides. Voilà, c'est parfait exemple. On a souvent des cases vides, je trouve que ça manque de décors. J'ai l'impression d'ailleurs en voyant les dessins que les décors c'est peut-être pas le point fort de l'auteur. À voir. J'aime bien le personnage de Doug en fait, qui ressort en tant que personnage plutôt mature de cette histoire. Parce qu'on a Rita qui est complètement faux-folle, et on a un autre personnage, alors je ne sais plus son prénom. Eh ben, il est pas marqué là, mais bref. On a un trio pour l'instant de personnages assez sympathiques, très drôles, mais Doug, je pense que pour l'instant, c'est mon préféré. Donc voilà, ça reste une lecture plaisante. Le premier tome avait fait un meilleur effet parce que du coup, c'était la découverte de tout ça. Là, j'attends vraiment un fil conducteur pour cette histoire. J'espère que ça va pas être une succession de petites histoires, pas vraiment indépendantes parce que ça suit comme les relations des personnages se suivent. Mais je voudrais comme un fil, quelque chose qui relie tout ce qu'on a jusqu'à là. Voilà. Premier coup de cœur pour ce bilan lecture, vous ne serez pas surpris, c'est Limite. Et oui, cet excellent shoujo qui ne parle pas du tout d'histoire d'amour, mais de survie. En fait, on va suivre l'histoire de Kono, une jeune étudiante qui va partir avec sa classe dans une espèce de camp d'été. Sauf que voilà, le car dans lequel ils sont va avoir un accident et très peu vont survivre à cet accident. Ils vont se retrouver dans une espèce de crevasse, impossible de remonter à la surface et les portables
ne capte pas. Donc voilà, on va suivre l'histoire de Kono qui va devoir survivre avec d'autres camarades de sa classe, sauf qu'on est face à une hiérarchie opposée. Alors qu'elle était plutôt populaire, ou du moins elle n'avait rien à se reprocher, enfin presque, il se trouve que la personne qui était harcelée va prendre le lead. Et du coup, toute cette hiérarchie qu'elle avait l'habitude est inversée. Elle va se retrouver finalement la personne la moins aimée de ce camp de survie. Donc voilà, Limite, c'est vraiment un excellent manga. Comme je vous l'ai dit, on est sur un shoujo, mais ça ne parle pas d'amour parce qu'il ne faut pas dire que le shoujo, c'est simplement ça. Moi, je dirais plutôt que le shoujo, c'est vraiment de la psychologie. On a vraiment des personnages qui vont nous dire ce qu'ils pensent, leurs émotions, tout ça. Pour moi, ça se caractérise vraiment là-dessus. Et du coup, c'est ce qu'on va retrouver forcément dans Limite. En plus d'avoir autre chose, bien sûr, puisqu'on a de la survie, des moments assez tendus, mais ça, je peux pas trop vous en dire. Mais vraiment énormément de rebondissements, un scénario très bien écrit, des personnages très attachants, ils ont tous leur propre caractère. Donc on retrouve l'auteur de Life avec un nouveau manga sur le harcèlement, sauf que c'est traité d'une nouvelle façon en fait. Et c'est plutôt pas mal parce que c'est les harceleurs en fait qui vont remettre en question ce qu'ils ont fait bien avant, puisqu'ils se retrouvent maintenant eux-mêmes harcelés, mais en mode survie. Donc vraiment, Limite, j'adore. C'est vraiment mon coup de cœur parce que c'est vraiment un récit très très prenant et c'est réaliste. Ouais, vraiment très réaliste, c'est mature, c'est réaliste. J'adore. Je ne peux que vous le conseiller vivement, mais je ne vais pas trop m'étaler dessus, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc voilà. Achetez Limite. Si vous n'aimez pas les shoujo, achetez Limite, ça vous fera peut-être changer d'avis. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que j'ai dû relire Reaper parce que j'avais un avis un peu biaisé. Enfin, la première fois, j'avais pas trop adhéré. Donc Reaper, manga français qui a fait fortement sensation, puisque l'auteur a publié un one-shot au Japon dans un magazine, je crois que c'était un concours, et des auteurs japonais l'ont mis en avant, en fait, ont salué son travail. Donc ça lui fait vraiment une très bonne pub et il doit vraiment être content d'avoir ses éloges. Et pour revenir à Reaper, du coup, j'ai bien aimé ces tomes-là. Les tomes suivants, le premier posait vraiment les bases, mais du coup, le second pose encore les bases, j'ai envie de dire. En fait, on va découvrir le monde des humains survivants, puisqu'on ne savait pas encore à quoi il ressemblait. Donc là, on va vraiment voir comment ils vivent, quelles sont un peu les règles qui régissent leur univers, en fait. Et là où on va avoir un tome 3 qui va être vraiment un tome de base. Clairement, on a un combat sur presque tout un tome. Et moi qui n'ai pas forcément l'habitude de ça, ça m'a pas dérangé, j'ai bien aimé parce qu'on creuse un peu la psychologie des personnages, on rajoute quand même une pince de mystère et de révélation, et vraiment la révélation en fin de tome m'a plutôt convaincu pour lire la suite. Parce que je dois avouer que Reaper, c'est quand même pas un univers dont j'ai l'habitude. J'ai jamais lu de manga de ce style. Genre les Power Rangers, ça m'a jamais vraiment attiré. Et là, on est un peu sur des personnages du coup qui prennent un costume, si je puis dire ça comme ça, et utilisent leur pouvoir, quoi. Mais bon, ça reste un manga très original. Pour l'instant, j'aime bien, que je vais poursuivre, puisque l'univers arrive quand même à m'attacher. Vraiment, le scénario est bon, et ce mystère à la fin de ce tome 3, on a vraiment envie de savoir la suite. Donc, à poursuivre. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente. Mon deuxième coup de cœur, donc vous le savez certainement, du coup, c'est « Je crois que mon fils est gay ». C'est vraiment une lecture bienveillante, une petite douceur, une petite pépite qui fait du bien. Vous avez une déprime, et vous lisez ça, et franchement, ça ira mieux. Ça fait vraiment plaisir. C'était un manga good vibe, voilà. Vraiment good vibe. Lire cette histoire de cette mère, en fait, qui découvre un jour que son fils est gay, alors qu'il ne lui a pas dit. En fait, elle le découvre parce qu'il est un peu gaffeur. De temps en temps, plutôt que de dire ma copine, il dit mon copain, et c'est comme ça, en fait, que ça met la puce à l'oreille à sa mère. Du coup, c'est vraiment un manga très sympa, parce que la thématique abordée de l'homosexualité est vraiment très bien traitée. On aborde de façon simple, mais on nous parle vraiment de choses sérieuses. C'est un peu comme le dessin, quoi, je le trouve un peu simple, mais super beau, super attachant. Et d'ailleurs, les personnages sont aussi très attachants.
Le petit frère est vraiment cool. Donc voilà, faut pas que je m'étale de trop parce que j'en ai déjà parlé. Mais du coup, j'ai lu les 5 tomes, ils sont vraiment très bien. La fin est satisfaisante. J'aurais peut-être voulu une autre fin, mais en même temps, la fin est dans la lignée de ce qu'on nous raconte. Elle respecte vraiment, l'auteur respecte ce qu'il a dit. Le seul point négatif en fait que j'ai trouvé à ce manga, c'est ce rappel incessant de nous expliquer qui est qui. En fait, souvent, du coup, on voit vraiment l'histoire par le biais de la mère du héros. Enfin, c'est peut-être même elle, du coup, l'héroïne, on peut dire ça comme ça. Et on a ses pensées, en fait. On lit ses pensées. Et souvent, elle nous remet un peu, en fait, elle nous redit qui est qui, Diego, c'est l'ami de mon fils, ça, c'est la voisine. Et en fait, bah, autant je pense sur une publication à apparaître toutes les semaines, voire tous les mois, je sais pas comment a été publié ce manga. Ça, c'est peut-être pas dérangeant, surtout pour les nouveaux arrivants en cours de route. Du coup, quand tu lis le tome là et qu'on te le répète, je sais pas, une dizaine de fois, parce que c'est vraiment des scénettes assez courtes, et bien du coup, c'est vraiment le point négatif, c'est qu'on nous rabâche sans cesse la même chose, alors qu'on sait très bien, une fois qu'on a lu le tome, qui est qui, quoi. Bah voilà, 105 tomes, c'est vraiment un très bon manga, franchement, très plaisant, une petite douceur, comme je l'ai déjà dit. Je vous le conseille vivement, si vous êtes un peu curieux. Le manga français, ma plus grande passion. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. J'ai lu le tome 2 des Héritiers d'Aguillon et vraiment, là, j'ai beaucoup aimé. Je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, mais là, je vais revenir un peu plus dessus. Donc du coup, ce deuxième tome, c'est bien sûr la suite du premier, jusqu'à là, c'est logique. Et on va nous raconter en fait l'histoire d'Adalice qui doit partir en fait, si je dis pas trop de bêtises, dans le royaume voisin, enfin dans une frontière. Et elle va voir en fait les horreurs qui se passent dans cet endroit. Donc voilà, on va creuser un peu plus le côté politique, on va dire, de l'œuvre. Petit côté Game of Thronesque à moitié. On va nous parler un peu de beaucoup de choses, de politique, de croyances. Et franchement, l'univers du coup est encore plus approfondi et c'est vraiment très plaisant. Dans un autre point très plaisant, c'est les dessins. Je vous avais dit lors de ma critique du premier volume qu'au niveau des dessins, par moment, je trouvais qu'il y avait une petite faiblesse. Et ben là, franchement, dans ce tome 2, je l'ai pas du tout ressenti. Voilà, l'auteur a certainement pris ses marques et tout ça, et du coup, bah, les dessins sont vraiment top, hein, je l'avais déjà dit, ils sont top, mais j'ai pas eu cette impression de petite faiblesse au niveau de certains personnages. Donc voilà, le deuxième tome, je suis toujours convaincu, clairement, j'ai adoré cette histoire. C'est un peu sombre, un peu dégueu même par moments, j'étais surpris à un moment, je me dis tiens, je pensais pas que l'auteur oserait faire ça, mais du coup c'est bien parce que ça contrebalance un peu, comme je vous avais dit avec ce premier tome où c'était un peu féerique, un peu gore. Pour le coup là, pour ce second tome, un peu moins de féerie, j'ai trouvé un peu moins de féerie, un peu plus de thématiques politiques et religieux, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça approfondit énormément l'univers et c'est très très plaisant. Le scénario est dynamique et l'héroïne toujours aussi attachante. Je vais pas vous spoiler, mais bref, c'est vraiment un très bon manga français, un énorme coup de cœur que j'ai vu. Donc je l'ai pas mis là, j'avais dit 3 coups de cœur. Je l'ai pas mis parce que j'en avais déjà parlé, j'avais déjà dit que c'était un coup de cœur. Bref, ça reste un excellent manga français que je vous conseille vivement. On continue cette critique avec Dan Dadan. Et ouais, donc j'avais lu les 7 tomes et franchement, bah j'ai beaucoup aimé. Mais c'est pas mon coup de cœur. J'ai beaucoup aimé ce manga, vraiment le duo du protagoniste est vraiment très attachant. Et voilà, la thématique toujours alien, monstre, bah j'adore forcément, un univers que j'aime beaucoup. Le seul point peut-être négatif que je pourrais dire, c'est que pour l'instant il n'y a pas de fil rouge, ouais, il n'y a pas de fil rouge pardon. Oui, je suis un peu chiant avec ça, mais j'aime bien qu'il y ait un fil rouge, une construction, quelque chose. Mais heureusement, le manga est tellement fun, et tellement barré, que du coup, pour l'instant, j'arrive à passer outre, en fait. J'arrive à passer outre le fil rouge, même si je le mets en point négatif. Un autre point négatif, par contre, je dirais que les tomes se lisent, mais super rapidement, quoi.
Entre ça et Shadow House, je suis passé de l'un à l'autre, mais ça, je les ai dévorés à une vitesse. Non pas parce que c'est mieux, mais parce que par contre, ça se lit très très rapidement, quoi. Un tome, c'est très court. Après, il faut dire qu'il y a quand même pas mal d'actions. Il y a des tomes remplis d'actions. On s'ennuie jamais. En parlant un peu de l'histoire, donc je vous ai dit qu'il n'y a pas de fil rouge, mais j'avoue que le côté barré et le côté fun est vraiment très cool et j'ai même été un moment touché. Pour ceux qui l'ont lu, le tome 3, il y a une histoire avec un fantôme et j'ai trouvé cette histoire vraiment touchante en fait. Je m'attendais pas à ce genre de moments, de sensations, d'émotions qui ressortent en fait. Donc voilà, l'auteur a vraiment un trait que j'adore, une colorisation vraiment cool. Et je trouve qu'il sait vraiment faire des personnages très stylés en fait. Entre les coupes de cheveux à la mode, même le style vestimentaire, tout ça, ça dégage vraiment un truc vraiment cool, vraiment fun, vraiment très mode du coup. Et j'adore totalement. C'est vrai que ce manga est plutôt cool. Ce sera peut-être pas un chef-d'œuvre pour moi, mais c'est vraiment un manga très très fun, très très cool. Et mon dernier coup de cœur pour ce mois-ci, c'est The Ishinose Family's Deadly Sin. C'est l'histoire d'un jeune garçon en fait qui va, après quelques jours passés à l'hôpital, va se réveiller et il va être amnésique. Sauf que voilà, toute sa famille l'est et en fait ils ont essayé de faire en sorte de retrouver leurs souvenirs. Mais alors là, ça c'est l'idée de base, parce qu'en fait, tu lis ça, tu penses savoir ce qui va se passer, mais pas du tout. Donc je ne connaissais pas du tout l'auteur de ce manga, j'avais pas lu son œuvre précédente, mais vraiment, je suis vraiment surpris par ce manga. Il vous prend à revers assez régulièrement. En fait, on t'expose vraiment une situation de base dans ce premier tome. Vient le deuxième tome, on dit, en fait, tout ce que tu pensais, non, c'est pas ça. Mais c'est vraiment... en fait, t'as pas le temps, j'ai presque envie de dire, t'as pas le temps de t'habituer à la première situation. Et pile au moment où tu te dis, ok, je comprends cette situation-là, et toc, non, en fait, c'était pas ce que tu crois, c'est autre chose. Et on nous refait le coup au troisième tome. Alors, c'est un peu perturbant, je dois l'avouer, mais c'est vraiment assez bien joué. Vraiment, l'auteur nous mène par le bout du nez, même dans les chapitres, en fait, on te parle de quelque chose, on te fait croire que c'est ça, mais non, finalement, à la fin de ce chapitre, on dit, non, en fait, t'as pas regardé les signes, c'est totalement autre chose. En fait, dans ce manga, tout ce que tu lis, tout ce que tu crois, l'auteur brise ça d'un coup et tu dis, non, mon gars, c'était pas ça. Tu pensais que c'était ça la solution pour que le personnage retrouve sa mémoire, non, c'est pas ça. C'est ça qui est aussi fait partie du charme, c'est que voilà, on a des dessins assez mignons et parfois pour des situations qui ne sont pas du tout mignonnes. Clairement, et ça contrebalance aussi souvent beaucoup de choses. Les auteurs japonais aiment bien faire ça souvent, des dessins mignons sur des situations parfois extrêmes. Donc voilà, The Ishinose Family's Deadly Sin, c'est vraiment un coup de cœur parce que l'auteur a vraiment su me déstabiliser dans cette histoire et je suis vraiment très curieux de savoir la suite. Et un autre point aussi, j'ai trouvé que les personnages étaient attachants, vraiment cool. Au départ, comme ils sont tous un peu amnésiques, on se dit oula, ils ont l'air tous un peu froids et finalement, au fur et à mesure du récit, on commence à s'attacher aux personnages. Hormis le personnage principal, bien sûr, qui lui, dès le début, sait vraiment nous attraper et nous emmène avec lui dans ses aventures. Le point négatif de ce manga, je dirais, c'est son découpage. En fait, l'auteur fait un découpage très cinématographique. Alors ça, c'est excellent, il n'y a pas à dire. Mais moi, je me perds facilement, en fait. Entre le présent, le passé, les flashbacks, tout ça, il y a des fois un découpage. Waouh, faut vraiment suivre. Tu lis pas ce manga en écoutant la musique ou en regardant la télé en même temps. Clairement, pas du tout. Je sais pas qui fait ça d'ailleurs, mais donc voilà. Vraiment, ce manga est vraiment cool. Je pense que du coup, je vais certainement craquer pour son œuvre précédente qui était en 2 tomes, du moins celle qui est sortie chez nous. Et donc voilà, je le conseille vivement, toujours pour ceux qui aiment les mangas, qui savent vous
perturbé. Il me reste donc un manga à vous présenter, du moins à vous parler. Je vous avais parlé de 3 coups de cœur et un abandon. Donc l'abandon, c'est pour Yarichi Beach Club. Voilà. Je m'étais dit que j'allais tenter un yaoi. Et ben, ça n'a pas été une grande réussite pour moi. Pourtant, le pitch de base me plaisait bien. Cette histoire d'un garçon qui change d'école, qui est hétéro, qui va se retrouver dans un club de photographie, qui n'est pas du tout un club de photographie, puisqu'il va se retrouver face à des garçons en train de jouer avec des sextoys, et qui vont l'inviter à en faire de même. Sauf que voilà, sur ce pitch plutôt sympa, je m'attendais à passer un bon moment, à rire de cette situation, et finalement, bah, ça n'a pas été vraiment le cas. Alors, des situations drôles, il y en a, mais le souci que j'ai pour moi, c'est qu'il y a un gros manque de réalisme. Alors oui, vous allez me dire de toute façon, un club dans une école où les gens se font plaisir, c'est pas très réaliste, ça c'est sûr. Mais le souci, c'est que vraiment, on est rien que le héros en fait. Rien que le héros, au bout de 2 chapitres, il commence déjà à se dire « Ah oui, c'est vrai que lui, il est mignon. Quitte à choisir si je dois faire un scrab avec quelqu'un, ce sera peut-être avec lui parce que c'est vrai qu'il est mignon. » C'est pas très réaliste, quoi. Qui change de sexualité en claquant des doigts? En fait, le souci, c'est ça, c'est que vous lisez un yaoi, on voit bien que du coup, c'est totalement fantasmé. Et du coup, bah, quand tu lis autre chose, genre des mangas qui sont publiés chez Akata, comme j'en ai un que j'ai beaucoup aimé, Éclat d'âme, où on a vraiment un côté très réaliste, tout ça, ou même l'auteur de... comment ça s'appelle? Le mari de mon frère. Là, vous avez vraiment des mangas avec une thématique vraiment profonde. Et là, du coup, bah non, en fait, là, c'est pas réaliste, même si je voulais pas que ce soit vraiment réaliste. Mais c'est trop fantasmé, en fait, voilà. Pour moi, c'est beaucoup trop fantasmé. J'adhère pas. En plus, bon, sérieux, et forcément, il y a des scènes un peu chaudes. Mais le problème pour moi, c'est qu'elles sont totalement gratuites. Elles viennent pas approfondir le scénario. Enfin, il y a un moyen d'apporter ce genre de scènes, de les mettre sur la table avec le scénario. Et là, parfois, c'est totalement gratuit. Donc non. Moi, comme je l'ai dit, c'est peut-être que j'en avais trop lu aussi. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. J'avais lu le jeu du chat à la souris quand c'est sorti. J'avais enchaîné tous les mangas pour soutenir un peu le phénomène, mais finalement, j'avais l'impression de toujours lire la même chose. Et ben là, en lisant ça, ça n'a pas évolué. J'ai toujours cette impression de lire le même manga, tous ces stéréotypes qu'on peut avoir dans les yaoi, bah celui-ci n'en fait pas exception en fait. Beaucoup de romance, c'est pas un mal la romance, mais il faut que ça soit un minimum crédible en fait. Donc voilà, bref, j'ai pas adhéré du tout à cette œuvre. Clairement, bah pour vous dire d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais j'ai lu le premier, je m'étais dit ok. Au deuxième, on a un petit retournement de situation sur un des personnages qui s'avère être un peu sombre. Au final, alors qu'on pensait super gentil, je me suis dit ah cool, il y a un truc à creuser là. Et finalement, non. Et j'avais le tome 3, bah je lirai pas. C'est donc ce manga-là que j'arrête. J'ai pas adhéré. Je pense que je vais m'en tenir à les mangas édités par Akata qui me semblent beaucoup plus profonds en fait. Pour moi, ça c'est un peu trop surréaliste, un peu trop fantasmé. Je suis pas la cible en fait de ce manga. Et voilà, c'était donc mon premier bilan lecture. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que pas du tout? Est-ce que à l'inverse, tu trouves que j'ai un avis pourri? N'hésite pas à en parler dans les commentaires, j'accepte tous les avis. De toute façon, chacun peut donner son avis, on a tous des avis différents parce qu'on a des sensibilités différentes. Donc n'hésite pas non plus à liker, à partager la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se revoit pour une prochaine vidéo, donc à la prochaine.